Avant de commencer, la discrétion du spectateur est conseillée. Cette vidéo est uniquement à des fins éducatives et de divertissement. Appuie sur like, abonne-toi et active la cloche. Ce que tu vas découvrir dépasse tout ce qu'on a pu lire jusqu'ici. Tout commence par le crissement discret des pneus d'un Maybach devant le tribunal fédéral de Manhattan. La portière s'ouvre et Kanye West descend sans un mot, lunettes noires, veste d'un blanc immaculé. À cet instant, les objectifs crépitent, mais la question qui flotte dans l'air est simple. Qu'est-ce qui pousse Ye à faire un aller-retour éclair pour soutenir Sean Diddy Combs, alors même que celui-ci risque la perpétuité? Derrière la mise en scène, on retrouve une histoire commune qui remonte aux années 2000, quand Diddy ouvrait généreusement ses studios et ses contacts à un jeune producteur du nom de Kanye. À l'époque, Ye apprenait les ficelles de l'industrie. Il dit encore aujourd'hui de voir à Diddy son sens du hustle et une partie de la confiance qui a propulsé son premier album. Toutefois, cette gratitude n'a pas empêché les clashs. Souviens-toi, en 2022, Ye publie leur message privé autour des controversés t-shirts White Lives Matter, traitant Diddy de fédéral, parce qu'il lui demandait d'abandonner le concept. 2 ans plus tard, il remet pourtant un trophée honorifique à ce même Diddy pendant les BET Awards, saluant en lui le phare qui éclaire la mer agitée du hip-hop. Leur relation alterne accolade et électrochoc, comme 2 pôles magnétiques impossibles à séparer sans étincelle. Quand Ye franchit la porte du tribunal, il réactive cette vieille dette morale. Soutenir l'homme qui, un jour, a cru en lui. Mais il le fait aussi en pleine tempête médiatique. Diddy est accusé de diriger depuis plus de 20 ans un réseau où la fête sophistiquée flirte avec la contrainte et le trafic. La présence de Ye, loin d'être anecdotique, sert d'amplificateur dramatique. Elle rappelle que, dans ce procès, on juge bien plus qu'un individu. On ausculte toute une culture où l'amitié, l'argent et le pouvoir se croisent sans cesse. Et si cette apparition ne dure que quelques minutes, elle suffit à placer le duo Diddy-Ye au centre de la narration à venir. Le sigle RICO plane comme un vautour au-dessus de la salle d'audience, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act. Créé en 1970 pour abattre la mafia, il sert aujourd'hui à éplucher les habitudes d'un empire du divertissement. Pour convaincre le jury, le procureur ne se contente pas de pointer un fait isolé. Il tisse une fresque où tournent assistants, chauffeurs, directeurs financiers, videurs et même des figures planétaires comme Kanye. Officiellement, Ye n'est pas inculpé. Pourtant, son nom revient quand on liste les visiteurs réguliers des soirées privées Combs entre 2016 et 2020. Les enquêteurs veulent montrer l'étendue d'un réseau si vaste qu'il apprête naturellement les plus grosses étoiles du rap. Cette approche nourrit une inquiétude. Si l'État parvient à démontrer que le label Bad Boy n'était qu'un rideau masquant une activité criminelle, qu'est-ce qui empêcherait demain un procureur zélé de faire la même chose avec Yeezy ou toute autre multi-entreprise d'artistes? Ye, qui a lui-même été éclaboussé en 2023 par des allégations d'employés le décrivant comme tyrannique, observe donc chaque plaidoirie comme un cours accéléré. Dans les couloirs, ses proches confient qu'il prend des notes. Comprendre le montage financier de Diddy, c'est anticiper une éventuelle attaque contre ses propres structures. RICO ne juge pas seulement des actes, il décortique un système. Ici, les procureurs affirment que les fêtes luxueuses, les licences de vodka, les collaborations mode, et même les associations caritatives, pouvaient servir de conduit à de l'argent noir ou à l'achat de silence. Cette idée transformera peut-être la façon dont le show business gère ses coulisses. Chaque studio, chaque soirée VIP, chaque sponsor pourrait désormais être examiné comme élément d'un pattern de racket. C'est là tout l'enjeu. Le procès Combs devient un précédent potentiel et Ye, qu'il le veuille ou non, se trouve assis sur la première rangée de cette future jurisprudence. Imagine un SMS reçu à 18h, suite 2301, lumière rouge, miel, astro. L'assistant comprend qu'il a moins de 2 heures pour transformer une chambre neutre du Four Seasons en terrain de jeu hédoniste. On tamise les abat-jours, on branche une playlist de morceaux inédits, certains produits par Ye lui-même, on colle des stickers opaques sur toutes les caméras de téléphone. Les King Nights ou Freak-Offs ne sont pas des after-parties improvisées, ce sont des rituels minutés. Jonathan Pérez, ex-assistant aujourd'hui protégé par l'immunité,
raconte comment il devait glisser dans la penderie un sac Gucci rempli de billets, de pilules colorées et de sachets de poudre. Dans le minibar, toujours la même recette. Champagne français, bouteille d'eau alcaline, lingettes rafraîchissantes. Parfois, Ye passait avant le show, casquette abaissée, pour livrer une paire de Yeezy encore sous blister et filer sans un mot. Il lui arrivait de complimenter la mise en lumière rougeâtre, confiant que ce décor inspirait ses propres scénographies de défilé. Cette fascination est allée plus loin. Plusieurs stylistes de la marque Yeezy assurent avoir repris le fameux No Phones Policy, directement observé lors d'un King Night. On retire la technologie pour créer un sentiment d'exclusivité totale. Mais derrière cette esthétique sophistiquée, les témoignages évoquent une zone grise. Massage obligatoire au petit matin, contrats verbaux liant le paiement d'un loyer à la présence d'une invitée, honey shots, supposés booster la performance masculine. Jane dit n'avoir pas toujours consenti à ce qu'elle a vécu. Dans la version défense, elle souriait, postait des selfies et remerciait la star. Entre ces deux récits se glisse la notion de pouvoir. Combien vaut vraiment un oui face à une fortune estimée à plus d'1 milliard? Pour Ye, ces soirées étaient peut-être un laboratoire visuel. Pour l'accusation, elles sont la preuve qu'un système rodé transformait l'intimité en marchandise. Si le jury tranche en faveur du procureur, l'éclairage rouge des King Nights deviendra la lumière froide d'un projecteur de salle de preuve. Mars 2024, 6 heures du matin. Los Angeles. La porte du manoir s'ouvre sous les boucliers des agents HSI. Première pièce fouillée, la Security Room, sanctuaire des gardes du corps. À l'intérieur, 6 armes longues et courtes, dont une au numéro de série volontairement limé. Posé à côté, un chargeur tambour gorgé de munitions Green Tip, celle qui perce les gilets par balles. La scène rappelle la collection privée de Ye dans son ranch du Wyoming. Là aussi, rumeur de fusils vintage et d'armes customisées en déco. Sauf que l'arsenal de Didi n'est pas un musée. Il est fonctionnel. Le choc grandit quand les agents atteignent le garage. 18 cartons empilés, renfermant un total ahurissant de 900 flacons d'astroglide et 200 bouteilles d'huile pour bébé. Les photos, projetées au procès, laissent le jury médusé. On croirait l'arrière-boutique d'un grossiste. L'avocat d'attaque ironise « Monsieur Combs aime acheter en gros, un peu comme on fait chez Costco. » Le rire est jaune. Dans la chambre principale, la fouille dévoile des enveloppes marquées « K », poudre testée positive à la catamine, et un sachet brun identifié comme MDA. Sur la table de nuit, un passeport valide trahit la tentation permanente de l'exil éclair. Rumeurs immédiates. Une des armes découvertes aurait été offerte lors d'un gala caritatif où Ye et Didi posaient côte à côte. Rien ne le prouve, mais l'idée fait mousser les tabloïds. Plus intriguant encore, un agent confie avoir reconnu parmi les cartons de lubrifiant une caisse estampillée du logo Yeezy Supply. Peut-être un simple carton réutilisé, peut-être le signe que les échanges de cadeaux entre stars vont parfois plus loin qu'une paire de baskets. Tout cela nourrit la thèse du procureur. Quand on réunit armes de guerre, substances illicites et stock industriel d'accessoires intimes, il n'est plus question de caprice, mais bien de planification. Dans ce décor, la silhouette de Ye apparaît en filigrane, rappelant que ses propres entrepôts, débordant de prototypes, peuvent un jour attirer la même suspicion s'ils se trouvent mêlés à un dossier pénal. Jane avance, tête basse, voix tremblante. Elle décrit au jury la naissance d'une relation qui vire au piège. Loyer à 10 000 $ réglé par Tristar, billets d'avion bookés par l'assistante personnelle de Didi, cadeaux luxueux et, en face, une demande implicite de disponibilité totale. Elle détaille un vol vers Las Vegas dans l'avion d'un rappeur très connu. Sur les réseaux, beaucoup pensent immédiatement à Ye et à son Gulfstream blanc immatriculé YEU 2024. La défense proteste. Il existe des dizaines de jets similaires. L'ombre plane, néanmoins. Jane parle de champagne, servi par un steward en sweatshirt Yeezy, d'une playlist inédite sortie d'une clé USB marquée Saint Pablo. Le jury tique, la salle bruisse. Jane affirme qu'à son arrivée, on lui aurait administré une dose de remontant liquide avant de la présenter à un mannequin masculin. Elle dit avoir vécu la scène comme un échange de valeurs. D'un côté, les promesses de carrière, de l'autre, son libre arbitre. Quand la défense projette des SMS où elle remercie Didi d'un sac Chanel, Jane répond qu'on peut sourire sur une photo
et pleurer dans le taxi du retour. Les psychologues cités expliquent la notion de contrat d'amour, un accord tacite où l'avantage matériel masque la pression émotionnelle. Et dans tout ça, les procureurs ne prétendent pas qu'il ait participé à l'acte. Ils suggèrent qu'il aurait pu voir la façade glamour sans soupçonner la contrainte. Selon eux, ce n'est pas la complicité qui est en cause, mais la normalisation. Quand les plus grandes stars défilent narcissiques dans ces soirées, le mécanisme gagne en légitimité apparente. Le jury doit donc se demander, une invitée, même célèbre, peut-elle ignorer ce qui se joue derrière les portes closes? Jane, en évoquant la présence de beats inédits signés pendant certaines sessions, brouille davantage la frontière. Musique, luxure, pouvoir, tout se superpose jusqu'à devenir indissociable. Au 5e jour d'audience, la tension grimpe d'un cran. Le juré numéro 6, 41 ans, assure résider dans le Bronx. Pourtant, un aparté avec un greffier révèle qu'il passe 4 à 5 nuits par semaine dans le New Jersey, chez sa compagne. Légalement, le district de résidence est crucial. Convoqué, l'homme hésite, bafouille, change de version. Le juge le remercie et l'écarte, estimant qu'il a volontairement arrangé son adresse pour siéger. Côté défense, l'explosion est immédiate. On évoque un jury désormais moins divers. Les avocates de Didi soulignent qu'au moment même où figure noire emblématique, se pointe à la porte, la cour retire un juré afro-américain. Coïncidence? Le magistrat claque sa réponse. La justice ne se fait pas à coups de symboles de couloir. Dans la salle, le timing nourrit malgré tout toutes les théories. Certains journalistes racontent avoir vu Didi griffonner « Not now » sur un post-it en apprenant l'arrivée de Ye. Ils parlent aussi d'un bref échange de regards entre l'artiste et l'accusé, sorte de pacte silencieux. Tenir la posture malgré l'orage. L'éviction du juré modifie l'équilibre numérique, mais pas assez pour donner à la défense un motif d'appel immédiat. Pourtant, le doute s'installe. Si un simple mensonge sur une adresse peut chambouler la composition d'un jury, combien de micro-erreurs pourraient encore surgir d'ici le verdict? Chaque mouvement de Ye dans les couloirs est désormais rapporté dans les médias comme un événement susceptible d'influencer les jurés restants. Reste à savoir si l'aura du rappeur représente un atout ou un fardeau pour son grand frère accusé. À 10h12, la limousine de Ye se gare. Il entre sans accréditation et se heurte aussitôt à la sécurité. La liste est débouclée. On le redirige vers une salle d'overflow au 23e étage, presque vide. Là, il s'assoit à côté de Christian Combs, écoute 5 minutes de retransmission audio, puis se lève. Pourquoi ce balai? Pour certains proches, c'est un acte de loyauté. Il se souvient qu'en 2004, Didi a usé de son carnet d'adresses pour faciliter la diffusion du clip All Falls Down sur MTV. Pour d'autres, c'est un geste artistique, un performance art censé déclencher un buzz. Il faut dire que Ye maîtrise l'automise en scène. Après ses prises de parole polémiques de 2025, il cherche chaque jour un nouvel angle pour exister médiatiquement sans plateforme musicale majeure. Au lieu de sortir un morceau, il vient planter sa silhouette dans un décor judiciaire. Reste que cet appui n'est pas forcément bienvenu. La défense, soucieuse de projeter une image respectable, redoute que la présence d'un Ye controversé brouille la pitié potentielle du jury. Pourtant, les deux hommes partagent un historique d'influence réciproque. Ye a souvent reconnu étudier la manière dont Didi gère ses deals, notamment l'utilisation de multiples LLC pour cloisonner les risques. A l'inverse, Didi a confié aimer l'audace esthétique de Yeezy et s'en inspirer pour ses collections Sean John relancées en 2021. Leur dynamique est donc faite d'émulation et d'ego. En s'affichant, Ye rappelle implicitement au monde qu'on ne peut juger Didi sans regarder l'écosystème culturel qu'il a façonné. Un écosystème où lui, Ye, occupe une place de choix. Le procureur annonce la couleur. La semaine suivante, 2 éléments risquent d'enflammer l'audience. D'abord, une séquence vidéo où l'on verrait KK, l'ancienne chef de cabinet de Didi, filmer discrètement Jane sur ordre d'avocate civile. La défense tremble. Cette vidéo, si elle est admise, prouverait que l'entourage savait la relation litigieuse et cherchait déjà à verrouiller la version officielle. Ensuite, l'apparition probable de Brandon Paul, ex-assistant substance, arrêté le jour des perquisitions. Il négocierait son immunité,
prêt à narrer comment il récupérait du matériel chez un certain G-Star avant chaque King Knight. Dans l'ombre, un autre scénario se prépare, citer Kanye comme témoin de moralité. Les avocats de Combs y voient la possibilité de décrire un Diddy mentor, philanthrope, créateur d'emplois. Mais le parquet se frotte les mains. Un Ye sous serment, c'est l'assurance d'un échange imprévisible où chaque excès verbal pourrait se retourner contre la crédibilité de la défense. Pendant ce temps, la rumeur d'un titre Free Puff enfle sur X. Des producteurs de Chicago affirment avoir reçu un couplet explosif la veille du témoignage de Jane. S'il sort en plein procès, il pourrait galvaniser les fans, mais aussi servir de pièce à conviction, suggérant une pression médiatique sur les jurés. Enfin, certains insiders murmurent que plusieurs vidéos internes de King Knights contiennent en fond des beats encore inédits, potentiellement produits par Ye et destinés à un projet repoussé. Si ces pistes sont authentifiées, elles ne prouvent pas une implication pénale directe, mais elles resserrent le maillage. Le son de Ye devient la bande originale involontaire d'une affaire de trafic présumé. Autant dire que chaque fichier numérique présenté à la cour pourrait, demain, basculer de simple curiosité artistique à preuve circonstancielle d'une entreprise criminelle. Dans un même tableau, deux figures colossales du rap se tiennent côte à côte. L'un sur le banc des accusés, l'autre sur le banc des spectateurs, mais tous deux enchaînés par une décennie d'influences croisées. Diddy a offert à Kanye des clés pour ouvrir les portes de l'industrie. Kanye, en retour, lui apporte aujourd'hui une loyauté que d'aucuns jugent toxique. Au-delà des histoires de contrats et de soirées privées, le procès révèle la fragilité d'un écosystème où l'admiration peut brouiller les limites de la vigilance morale. La question finale n'est plus seulement Diddy est-il coupable, mais jusqu'où l'entourage valide-t-il, consciemment ou non, des pratiques discutables. Si le jury tranche contre Combs, la jurisprudence RICO pourrait refaire surface dans chaque réunion d'actionnaires d'acquis d'un label, chaque brainstorming de marque lifestyle. Et Ye, qu'il soit témoin ou simple spectateur, se trouvera forcément dans la ligne de mire des débats à venir. Qu'il tombe ou qu'il survive, l'empire Bad Boy n'en sortira pas indemne. L'industrie, elle, retient son souffle. Reste maintenant à savoir si le verdict écrira la fin d'une ère ou le prologue de révélations encore plus vaste.